Coucou, Coucou. bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette. une chaîne dédiée à la présentation de services data. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amar et de Fabien pour vous parler de mise à l'échelle automatique de la facturation Spark dans Microsoft Fabric. Donc en gros, c'est la capacité qu'on a maintenant de déporter l'usage des activités Spark en dehors d'une capacité Fabric. Cela permet entre autres aux administrateurs de transférer les charges de travail des notebooks vers un mode de facturation serverless. Et si on rappelait à tout ce qui touche à la partie Spark pour bien comprendre l'envers du décor et tout ce qui peut être impactant quand on va activer cette option. Parce que dans Fabric, on a plusieurs activités. On va retrouver par exemple potentiellement des third-party tools comme Visual Studio Code. Et bien évidemment, on retrouve tout ce qui est data engineering et data science. En général, c'est là où on va utiliser Spark. Mais pas que. Au-delà des simples notebooks ou des notebooks beaucoup plus complexes, selon ce qu'on a développé, qui vont bien sûr utiliser Spark, on va retrouver deux types d'applications, comme tout ce qui est trigué par les pipelines et ainsi de suite. En général, en fait, c'est tout ce qui utilise les sessions Spark derrière. Mais vous savez quoi? J'ai peut-être un peu trop parlé. Fabien, tu peux nous montrer un peu en démonstration qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, avant de vous montrer la démo, je vais vous parler déjà des prérequis et des règles en fait qui tournent derrière cette fonctionnalité-là. Donc, il faut savoir déjà que ça marche que avec les capacités de type Fabric, donc les capacités F, et donc pas avec les P, Ni les trials. et ni les trials. Et donc, pour l'activer, on doit l'activer sur la configuration, sur l'administration de la capacité. Donc, il y a un petit bouton à cocher. On va devoir aussi setter la quantité maximum de capacity unit qu'on veut autoriser pour la partie autoscale. Ça veut dire que on peut dire que c'est comme si c'était illimité, mais c'est pas vraiment illimité. Il y a quand même une limite sur le nombre de sessions Spark qu'on peut créer dans cette capacité-là. Et on va pouvoir en plus cette limite-là la configurer c'est dans un quota au niveau Azure. Euh, il faut savoir que, du coup, comme l'a dit Amar, toutes les sessions Spark, enfin tout ce qui nécessite une session Spark, ça va être consommé avec le mode autoscale, une fois que c'est activé. Et tout le reste, donc les usages, on va dire Power BI classique ou les autres usages qui ne sont pas du Spark, ça reste consommé par votre capacité avec le fonctionnement normal, avec les smoothing, etc. Donc, par exemple, si on atteint la limite Spark, d'une quantité de CU qu'on sélectionne dans l'administration ici. Il faut savoir par contre que c'est complètement séparé. Donc Spark, c'est vraiment séparé de l'usage de la capacité. Et donc, il n'y a pas de fallback. En fait, si vous atteignez la limite, il y a c'est fini. Enfin, vous pouvez plus faire de session Spark et ça va pas aller vers le fonctionnement normal de Fabric. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est séparé. Euh, et tout ça, je vais vous le montrer du coup directement pendant la démo. Alors, est-ce que vous voyez ici, on est sur le portail Azure. Et sur le portail Azure, je vais commencer par vous montrer mes deux capacités. Donc, le but du test, c'est d'avoir deux capacités, une avec l'autoscale et une sans, et de montrer du coup les impacts que ça a, notamment par rapport aux limites de nombre de sessions Spark que vous pouvez avoir entre l'un et l'autre. Donc ici, on est sur une première capacité qui est une capacité du coup que j'ai décidé de faire sans autoscale. Donc ce sera une F2. Donc c'est la plus petite, hein. Dans tous les cas, j'ai choisi F2 pour avoir en fait la plus petite capacité pour atteindre les limites beaucoup plus vite, hein. Pour vous montrer, vous allez voir qu'on va les atteindre assez facilement. Donc ça, c'est ma capacité sans autoscale. Et celle-là, c'est la même avec Spark à la fin, c'est aussi une F2, donc c'est la même taille, mais je vais activer l'autoscale Spark dessus. Et toutes les deux, elles tournent, hein. Donc, dans l'administration Power BI, on les retrouve, dans l'administration Fabric, pardon, on les retrouve bien, ces deux capacités-là, et je peux aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, on a ici, donc pour cette capacité, Autoscale Billing for Spark, je l'ai désactivé. D'accord? Je l'ai désactivé, donc je ne vais pas l'utiliser pour cette capa. C'est une capacité, on va dire, classique. Et si je retourne sur ma deuxième capacité, attendez, ça va s'afficher, hop. Donc celle-là, Spark, elle, par contre, je l'ai activé et je lui ai donné le maximum de CU, de capacity unit que je peux avoir pour la souscription dans laquelle ma capacité est. D'accord, il y a une limite. J'ai donné le max.
Mais comment on peut savoir la limite en fait? En fait, tes capacités, là, tu les crées dans des souscriptions Azure. Ouais. Donc, elles sont dans des souscriptions. Mhm. Et en fait, il y a une interface, quota, Ok, donc ici. c'est par rapport à Azure Quota en fait. C'est par rapport au côté Azure, vous voyez, il y a un menu fabrique. Donc, je peux cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir. Donc, c'est par souscription et par région. Je vais pouvoir définir des quotas. Et là, on voit qu'elles sont atteintes à 100% parce que une de mes capacités, celle dans laquelle j'ai activé Autoscale, je l'ai mis, j'ai pris tout, quoi. J'ai pris tous les CU possibles. D'accord? Et ces quotas concernent aussi les limites des capacités fabrique. Ouais, tout à Donc, fait. faut Ouais. penser à ça lorsqu'on va créer ces quotas, garder un petit peu de marge, parce que il y a aussi, ça atteint aussi les ressources des Oui. capacités fabrique. Là, par exemple, je suis à 100%, ce qui fait que dans cette souscription-là, si je veux recréer une autre capacité en plus, eh ben, je ne pourrais pas parce que j'ai atteint la limite. Ok. Donc c'est un vrai sujet, ça. Il faut faire attention aux limites. C'est pas mal pour empêcher, on va dire empêcher, pour réguler la consommation Spark et la consommation de capacité, mais il faut du coup bien l'administrer pour être sûr qu'il nous reste de la place. Donc maintenant, je suis dans un workspace. Je vais avoir deux workspaces, un qui est rattaché à la capacité sans autoscale et un qui est rattaché à la capacité avec autoscale. Du coup, ici, je suis dans une capacité qui est rattachée un workspace, pardon, qui est rattaché à ma capacité qui n'est pas autoscale. Ok, donc c'était la première. Et dedans, je vais avoir un pipeline et un notebook. Donc, je vous montre le notebook, hein, il est très simple, c'est juste histoire de faire quelques selects en Spark. Histoire de faire quelques selects en Spark. Voilà, on va avoir le notebook. Donc c'est juste avec un plus un. Enfin voilà, c'est pas, il n'y a rien de compliqué quoi. Mais quand on lance ce notebook, il est important de pouvoir forcément avoir une session Spark possible et donc de créer tout ce qui va bien pour que ça puisse tourner. Et ce fameux notebook-là, mon but, c'était de simuler le fait qu'il y ait, comme s'il y avait plein d'utilisateurs en parallèle qui le lancent en même temps. Et pour faire ça, j'ai fait une première chose. J'ai été dans les settings désactiver. J'ai été désactiver le high concurrency. Donc le high concurrency, c'est une fonctionnalité qui permet de réutiliser toujours la même session Spark. Mais donc si je fais ça, c'est un petit peu comme si j'avais qu'un seul utilisateur qui travaillait en même temps. Et donc moi, j'ai décidé de le désactiver. Donc le high concurrency est désactivé dans les deux workspaces. Ok. On ne peut pas l'utiliser. Et pour simuler le fait qu'il y ait plein d'utilisateurs en parallèle, j'ai créé un pipeline dans lequel je lance plusieurs fois le même notebook. Donc là, il doit être 22 fois. Je le lance 22 fois et vous voyez les activités des notebooks, elles sont en parallèle, ce qui fait elles vont se lancer en même temps. D'accord? Et ça va faire en gros une espèce de pic de charge avec, là il y en a 22, avec 22 notebooks qui se lancent en même temps, donc 22 sessions Spark. Tu Euh, utilises des starter pools? ouais, là j'ai utilisé Starter Pool, mais le fonctionnement serait le même sur les autres, Ok. hein, sur les custom pools. Tac. Et donc ça, c'est mon autre workspace. C'est le workspace qui est lui rattaché à la capacité avec l'autoscale Spark. Donc on voit que ça utilise l'autre capacité. Pareil, j'ai désactivé le high concurrency et j'ai fait exactement la même chose. J'ai le même notebook et j'ai le même pipeline. Ok, sauf que le notebook et le pipeline, ils tournent dans ce workspace-là, hein. Je ne vais pas chercher, je ne fais pas de croisement. Chacun des pipelines plus notebook tourne chacun dans son workspace et donc chacun dans sa capacité. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je lance d'abord Oups, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je lance d'abord le notebook? Donc là, je suis dans le monitoring. Je l'ai déjà lancé pour que ça prenne moins de temps. Qu'est-ce qui se passe quand je le lance sur le workspace normal, attaché à une capacité sans autoscale, qui est une F2, hein, je rappelle, c'est une toute petite taille. Eh ben, on va voir que j'ai beaucoup d'erreurs. En fait, ça va marcher quelques fois, mais la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. J'ai des failed. Et pourquoi j'ai des failed? Parce qu'en fait, si on regarde le message d'erreur, on a le message, il y a un message que vous devez connaître quand vous faites du Spark, qui est celui-là, qui est Too many requests for capacity. Ça veut dire qu'on a atteint la limite de session Spark qu'on peut avoir sur son capacité F2. Capacité F2, c'est très petit, hein, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir 4 vecteurs en parallèle. Donc ça fait pas beaucoup de sessions Spark, hein, si on veut. Je rentre pas trop dans les détails parce que c'est un peu compliqué pour comprendre les limites, mais on voit bien qu'on les atteint vite. Et donc, tous les autres sont en erreur. Alors que si je me mets sur mon pipeline qui est dans le workspace avec l'autoscale, lui, eh ben, il y a tout qui tourne.
Il y a tout qui tourne, aucun problème. En plus, si on voit les durées, c'est plus ou moins les mêmes, hein, c'est à peu près autour des 50 secondes. Donc on est vraiment sur. Ça n'a pas d'impact sur la performance, il n'y a pas de queuing, ils tournent tous au même moment. Et j'ai pas de limite. Alors que je suis sur une F2, donc la plus petite taille, hein. Donc ça peut être pas mal pour éviter, surtout quand on est dans, par exemple, dans des capacités qui sont mutualisées. Euh, on ne sait pas trop qui lance des sessions Spark en même temps, parce qu'il y a plusieurs projets, plusieurs utilisateurs en même temps. Et c'est possible que notre traitement il va tourner tous les jours et peut-être qu'un matin il doit tourner, mais il y a plein d'autres gens qui font aussi du Spark en même temps. Et ben il va y avoir des messages d'erreur à cause de ça, à cause de le fait qu'on ait atteint la taille maximum enfin, la limite de la taille de la capacité. Et là, avec l'autoscale, eh ben, on n'a plus ce problème. D'accord? Donc Ouais, déjà si on c'est très était bien. en F64 par exemple, on aurait peut-être redescendu F32 parce que finalement les notebooks, on les externalise, on va les payer à l'usage finalement en dehors de cette capacité. Donc on a aussi réduit la consommation peut-être de notre capacité, ce qui nous a C'est permis ça. à la redescendre peut-être. Alors pour vous montrer du coup ce que ça consomme ou pas sur les capacités, là, le fait d'avoir lancé des notebooks Spark, on va aller dans le Fabric Capacity Metric, qui est bien connu des administrateurs de capacité, hein. Et on voit bien, du coup là je suis sur la capacité sans autoscale Spark, on voit bien que de façon classique, l'usage du notebook se retrouve dans la capacité directement, hein. Donc on voit ici dans la liste, j'ai mon notebook ici, on voit que c'est un Synapse notebook, et on voit bien que notebook pipeline run, donc ça c'est le fait que je l'ai lancé via le pipeline, ça consomme des CU sur la capacité, ok, directement. Alors que quand on se met sur la deuxième capacité avec l'autoscale, ici, on n'a plus de traces, j'ai plus du tout de notebook, alors que vous me croyez, j'en ai lancé, hein, on a vu dans le monitoring tout à l'heure. On n'a pas la trace de Spark. En fait, c'est plus comptabilisé. Le lancement des notebooks n'est plus comptabilisé dans la capacité en elle-même. On le voit plus ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit dans ce nouveau menu là. C'est un menu qui est spécifique pour l'autoscale Compute Spark. Et donc là, on va avoir, grâce à ce menu-là, on va voir à peu près dans le temps combien on consomme de Spark, en gros, en autoscale. Et on a différents. Donc, on voit dans le jour, dans la journée, combien on en consomme. Donc, ça ressemble un petit peu au pic de background, là. Combien on en consomme et à combien on est de la limite autorisée. D'accord? Et on peut faire, si on veut, un drill through pour savoir, bon voilà, à cette heure-là, j'avais consommé tant. Et on rentre exactement en détail. Donc ça, c'est plus les time points comme on a avec de la capacité, c'est juste un découpage à la minute, hein. Mais on voit du coup le nombre de sessions qui tournent en mode autoscale sur la capacité. D'accord? Donc là, on voit en termes de cellules usage, je suppose que côté Azure Cost, on va pouvoir aussi monitorer ce que ça va nous coûter en termes de coût. Exactement. Ici, on voit le total CU seconde, donc pour chacune des opérations, donc chacune des sessions, quoi, en gros. Euh, et le fait est que, bah, en fait, vu qu'on est en mode autoscale, ce CU seconde-là, ça va être converti en argent et vous allez le payer au niveau de votre capacité. Et donc ça, on va le retrouver ici. Du coup, dans l'administration, je vais me mettre au niveau de ma souscription. Donc là, j'ai une souscription dans laquelle j'ai mes capacités. On va aller voir le costing et on va analyser par ressources. Et je vais filtrer sur les ressources de type fabrique. Comme ça, on va pouvoir zoomer dessus. Fabrique. Pardon, c'est pas là. Part resource type. Fabrique. C'est ici. Fabrique. Voilà. Tac. Et vous allez voir du coup, mes capacités. Et on voit que j'ai mes deux capacités ici qui ont été allumées ce mois-ci. Ici, j'ai pas d'autoscale du tout, c'est la capacité sans autoscale. Donc je suis facturé en gros juste en mode compute classique. Et là, c'est celle qui a l'autoscale. Et on voit que j'ai mon compute classique. Donc on paye, c'est une F2, donc je paye pour le fait que la F2 soit allumée. Et je paye en plus pour l'autoscale Spark Compute. Donc là, là, on le voit ici et on voit le coût directement. Donc ça, il faut juste partir du principe que dès que vous allumez une session Spark, ça va vous consommer des CU secondes et les CU secondes sont transformées en dollars ou en euros et on le retrouve sur cette ligne-là. Oui, là, on voit la liste des metteurs incombés à l'usage de Fabrique. Il y en a certaines qui sont inclus
dans le coût de la capacité et d'autres qui ne sont on top. Et c'est ce cas pour cette Meter Autoscale for Spark. Merci Fabien pour cette démo. Donc pour résumer, si on active l'autoscaling du Spark Compute, on passe, si je puis dire, en mode pass, où on a un peu plus de liberté. Bien sûr, comme tu l'as montré, on peut limiter et ça dépend de nos quotas. Ce qui nous empêche, je ne sais pas si on peut dire empêche, mais de dépasser certains quotas et d'avoir un certain contrôle. Mais rappelez-vous aussi qu'on va avoir deux types de jobs, donc les interactifs et les backgrounds. Les interactifs, par exemple, quand on est dans Fabric et que vous cliquez sur le preview d'une table, bah, ça va utiliser une session Spark ou les requêtes quand on va lancer côté les notebook query et ainsi de suite. Donc si on a atteint quand même cette limite, ce qui va se passer, c'est que dans un comportement normal, on aurait peut-être du burst et du smoothing. Bah là, on ne l'aura pas, que ce soit pour l'interactif ou le background, mais ça ne sera pas QA pour les interactive jobs. On aura directement un message d'erreur, bah, on n'a pas assez de ressources. Par contre, pour tout ce qui est background job, comme le schedule des jobs, l'appel d'API ou les Spark Job Definition et ainsi de suite, bah là, ça sera QA jusqu'à ce qu'on ait, on ait des ressources qui se libèrent. Il faut aussi garder à l'esprit que le nombre de background jobs qui peut être mis en attente est limité selon les limites. Donc ici, si j'ai 2048 de ces limites, bah, je vais pouvoir mettre 2048 jobs en queue. Super, merci pour cette présentation. Vous qui côtoyez des administrateurs Microsoft Fabric au quotidien, dans quel cas vous conseillerez à ces administrateurs d'activer cette fonctionnalité? J'ai un cas client en plus très récemment, le souci qu'il avait, c'est qu'il n'arrivait pas à prédire les workloads Spark qu'il avait à tourner pour bien balancer entre les performances des autres workloads et du coup le fait qu'il a activé l'autoscaling Spark, même avec une F2, bah, ça lui permet de libérer de la ressource et de pouvoir balancer entre les coûts et les performances de ces différentes capacités. Moi, de mon côté, j'aurais tendance plutôt à proposer ça pour des clients qui ont soit des environnements de dev, soit des environnements industrialisés. Enfin, vraiment, le but, c'est un projet qui fait du Spark. Et donc, lui, il faut que ça tourne quoi qu'il arrive. Et grâce à l'autoscale, ça leur permet d'avoir des capacités plus petites, surtout s'ils font pratiquement que du Spark. De faire en sorte que leur traitement, leurs sessions Spark, elles vont tourner un petit peu quoi qu'il arrive, quoi. Ça permet de bien sécuriser le traitement de leur job, de leur notebook, etc. Et peut-être pour le self-service, plutôt rester en mode classique, acheter une capacité avec une taille fixe. On laisse les gens faire du Spark s'ils sont en dessous des limites, quoi. Et puis s'ils sont au-dessus des limites, c'est du self-service, c'est du ad hoc. Donc si ça marche pas à un moment parce qu'il n'y a plus de place, eh ben, ils peuvent réessayer l'après-midi ou à un autre moment dans la journée et ça fonctionnera plus tard. Mais du coup, c'est peut-être moins important de faire l'autoscale pour le self-service. Super, merci à vous deux. Dans tous les cas, cette fonctionnalité nous permet d'isoler les activités Spark et de fait de limiter peut-être les contentions sur certaines capacités Fabric chez nos clients. Ça peut rappeler peut-être l'usage que fait Databricks du Spark, mais on vous laisse nous dire en commentaire comment vous allez utiliser cette fonctionnalité et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.